je m'appelle Edgar Gros-Piron, donc moi j'ai 51 ans. J'ai une première carrière dans le sport, le ski. Donc j'ai skié dans les bosses. C'était un sport qui était balbutiant quand je l'ai commencé, puis il est devenu olympique au moment où j'étais au pic de ma carrière et j'ai eu la chance de gagner les Jeux olympiques qui se déroulaient en France justement, donc à la maison. J'ai aussi obtenu 3 titres de champion du monde dans ce sport et 4 titres de numéro 1 mondial. Donc j'ai eu une carrière très complète, assez pleine. Pour moi, être champion du monde, si je l'avais été déjà une fois, j'aurais trouvé ça génial. Je l'ai été 3 fois, numéro 1 mondial. Une fois ou deux, c'est magnifique, ça récompense la régularité comme sur un championnat. Donc, c'est assez magnifique, un championnat en foot, c'est assez magnifique. Mais j'imaginais même pas pouvoir être champion olympique parce que d'abord ce sport, comme je le disais, était balbutiant, donc c'était totalement inespéré. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était surtout la régularité avec laquelle j'ai pu marquer des points pendant quasiment 10 ans de carrière. Après avoir fait les choses de manière intuitive, j'ai eu envie de comprendre s'il y avait des mécanismes, s'il y avait des théories, s'il y avait des gens qui avaient travaillé sur ces notions-là. Et j'ai rencontré des gens qui ont travaillé sur des notions-là, qui m'ont formé. Et ça m'a amené ensuite à retranscrire mon expérience, mais en y ajoutant la théorie et à travailler avec des entreprises qui avaient envie de motiver leurs équipes. Alors, pourquoi la motivation ? Parce que pour moi, c'est sans doute l'ingrédient qui fait que la mayonnaise prend. Et quand je parle de mayonnaise, en fait, je parle de performance. En fait, j'ai commencé par le ski alpin, mais ça ne m'a pas du tout plu ni intéressé plus que ça parce que j'avais 10 ans à ce moment-là, mais je ne commençais pas le ski à l'âge de 10 ans. J'ai commencé le ski, j'avais 1 an et demi. Donc, en fait, mes 10 premières années ou 9 premières années de skieur, c'était un ski d'autodidacte, un peu avec des copains, livré à moi-même. Je n'ai jamais pris un cours de ski jusqu'à cet âge-là. Je n'ai jamais été en club et j'avais fait quelques compétitions, mais c'était dans le cadre de mon école, de l'école. Et je me souviens de la course des parents d'élèves, par exemple. Et puis, je suis arrivé au club des sports, à la Clusaz, j'ai fait du ski alpin. Je suis passé d'un monde où j'étais très libre à un monde où ça devenait très encadré, avec des entraînements, avec, un entraînement qui se faisait sur une seule piste, aller tourner entre des piquets. Et c'était complètement à l'opposé de ma philosophie de skieur, qui était plutôt partir à la découverte des grands espaces, etc. Et le ski de boss est arrivé en fait à peu près en même temps et donc après 2 années infructueuses en ski alpin, j'ai basculé vers le ski de boss et là j'ai retrouvé cette ambiance de liberté, de découverte, de potes et j'ai adoré parce que tu vois, on n'allait pas skier sur un mur de boss toute la journée. On allait skier, de temps en temps, on allait dans les bosses, puis après on partait, on allait faire de la poudreuse, après on allait exploiter tout le domaine skiable. C'était pas un métier, je pouvais pas espérer, si je voulais en faire un métier, aller au haut niveau, je pouvais pas espérer forcément gagner ma vie, etc. Donc c'était pas un choix qui était évident à faire, mais moi j'étais tellement passionné que c'était une évidence. Et c'était plus peut-être pour mes parents que ça pouvait paraître compliqué que de dire je vais sacrifier mes études pour faire un sport qui n'a pas de débouché. Et puis finalement, mes parents m'ont fait confiance. Moi, la passion l'a emporté et les choses se sont faites comme ça. Et j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu dans un sport qui reste encore très confidentiel. J'ai réussi à acquérir une notoriété et à l'époque, grâce à mes résultats, des revenus qui m'ont permis d'en vivre. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'à un moment donné, tu arrives à performer au plus haut niveau. Mais ce que moi, en tout cas, j'ai identifié comme étant les principaux éléments déclencheurs, c'est qu'il faut avoir le projet d'y arriver, il faut avoir l'intention d'y arriver. C'est un rêve qu'on caresse et ensuite, c'est un travail tous les jours pour réduire l'écart entre ce qu'on est et le rêve qu'on a. J'appelle ça créer de la valeur et donc c'est en fait mettre en œuvre des choses, des idées, des actions qui réduisent l'écart, qui te font progresser en fait sur le chemin de la réalisation de tes objectifs et donc de ton rêve.
Évidemment, tout ça, ça prend du temps. Et puis, comme on ne maîtrise pas tout, parfois, on recule plutôt qu'on avance ou on stagne. On a le sentiment de stagner plutôt qu'on avance. Mais tu ne peux pas imaginer avancer si tu n'as pas, au fond de toi, la ferme intention de faire quelque chose à partir de cette passion, d'en faire quelque chose de très concret. Et c'est très important d'avoir cette intention-là parce qu'il y a tellement d'aléas et de choses qui peuvent te faire dévier. Il y a aussi autour de soi, ces choix, ils peuvent venir conforter ton entourage ou lui faire peur, ou le décourager, ou pas forcément le rendre, le mettre en soutien de ton projet. Donc, pour moi, cette notion d'intention au travers d'un rêve, d'un projet, et cette capacité à se mettre en œuvre pour faire en sorte que ça marche, ça fait partie des éléments déclencheurs, mais ce n'est pas le seul. Je pense que surtout quand on a votre âge, quand on est jeune, avant d'être un enjeu, c'était un jeu. Tu vois, et j'ai toujours eu cette culture du jeu. Je pense que c'est vraiment important, en plus quand tu es jeune, d'arriver à ancrer ça, distinguer l'enjeu du jeu. Tu vois, la pression de l'enjeu qui génère plutôt du stress, parfois de l'insatisfaction, du plaisir du jeu. Parce que c'est le plaisir du jeu qui fait la réussite. La pression d'enjeu, elle a plutôt tendance à fabriquer de l'échec. Je pense qu'il y a un élément aussi qui est déclencheur, en tout cas qui est hyper important, c'est qu'il faut être capable très vite de déceler ses forces. Parce que c'est à partir de tes forces que tu vas réussir. On dit souvent que l'échec apparaît, non pas parce que tu as des points forts qui apparaissent, mais l'échec peut advenir parce que tu as des points forts qui disparaissent. Ça veut dire qu'il faut capitaliser, travailler, développer tes forces avant de combler ou de corriger tes faiblesses. Et c'est très important très tôt de comprendre où sont ses forces parce que l'exigence au plus haut niveau, même à n'importe quel niveau, mais l'exigence étant de plus en plus élevée, si tu es capable de mettre cette exigence sur tes forces avant de la mettre sur tes faiblesses, tu seras beaucoup plus fort, tu iras beaucoup plus vite, tu prendras beaucoup plus de plaisir et tu gagneras tellement plus en confiance que tu crées les conditions pour que ça marche plutôt que de mettre la pression sur tes faiblesses, où tu vas faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats au final et donc créer plutôt du découragement et de la frustration. C'est toujours plus facile de se trouver des excuses pour déroger de ses principes que de rester fidèle à ses principes. C'est plus facile, mais c'est aussi court terme. Et il faut se rendre compte que la réussite, elle se construit dans le temps. Pour performer durablement, c'est d'être bien au clair avec ses valeurs, d'avoir des principes et de ne jamais y déroger, quelle que soit la pression. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est essentiel, c'est que tu ne peux pas réussir seul. Donc, il faut bien comprendre qu'autour de toi, tu as tes parents, tu as des copains, tu as un entourage et que ces gens-là, à un moment donné, ils sont plus ou moins importants, ils ont plus ou moins d'influence sur ce que tu fais. Il faut arriver à les emmener dans le truc. Tu as des coachs, etc. Il faut que tu arrives à les emmener dans ton projet. Si ton intention, elle est forte, si ton rêve, il est élevé, il faut que tu arrives à faire partager ces intentions et ce rêve avec ces gens-là pour qu'ils soient moteurs, soutien de ton projet et de tes rêves, dans la réalisation de tes rêves, parce que ça va être difficile. Il y aura forcément des moments difficiles et potentiellement dans ces moments-là, c'est les gens sur qui tu vas t'appuyer et qui vont faire qu'on ne réussit pas tout seul. Eh bien, il faut être vigilant à bien emmener les gens, partager et des projets et des valeurs et à créer une dynamique qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure que tu progresses. Et après, il y a aussi sans doute un peu la chance qui peut venir jouer son rôle là-dedans, quoi. Ou la malchance d'ailleurs. Alors en fait, ça c'est question d'abord de curiosité. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, plus tu progresses dans un métier ou dans un domaine, plus ça ouvre le champ des possibles. Et quelque part, si tu es curieux en permanence sur ce que tu fais, la manière dont tu le fais, comment tu peux l'améliorer,
bah, tu verras qu'il y a plein de domaines dans lesquels tu peux progresser. Et si on peut considérer que la performance d'un athlète, elle repose sur son physique, parce que ça repose, c'est notre outil de travail, sa technique, parce que c'est sa compétence, son mental, parce que c'est ce qui lui permet de délivrer son potentiel physique et technique dans match ou en course, et puis son entourage, mais un entourage solidaire, enfin au service de la perf, etc., solidaire, ben, on s'aperçoit que rien que sur ces 4 domaines, là, je te prends par exemple physiquement, ben, il y a une science, il y a des choses à savoir qui sont mais, énormes. Comment physiquement, tu as l'entraînement, puis tu as le repos. Tu vois, comment optimiser ça? Puis derrière, tu as le sommeil, parce que le sommeil, c'est important. Donc, ça fait partie du repos, mais le repos et le sommeil, pour moi, ça peut être la même chose, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Tu as la nutrition, tu vois. Donc, et puis, dans l'entraînement, tu imagines toutes les formes d'entraînement, c'est colossal. Tout ça, ce sont des sujets qui peuvent être potentiellement passionnants si tu t'y intéresses. Et donc, ta curiosité va faire en sorte que ta remise en question, elle va être naturelle parce que tu vas chercher à comprendre, toujours dans un but, c'est d'améliorer ta performance, toujours dans un but, c'est de progresser vers ton rêve. Donc, on est plus souvent confronté à l'échec, à une défaite, qui n'est pas forcément d'ailleurs nécessairement un échec, mais on est plus souvent confronté à l'échec qu'à la réussite. Tu vois, sur le nombre de courses auxquelles j'ai participé, je vais peut-être gagner 25-30%. Alors, c'est beaucoup déjà, hein, c'est énorme, mais ça fait quand même 70%, enfin 70-75% d'échecs. Ça fait beaucoup, enfin, ça peut paraître beaucoup, mais d'abord, l'échec, c'est une perception. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que l'échec comme la victoire, d'ailleurs, ce sont des perceptions. La vraie question, pour moi, elle n'a jamais été est-ce que j'ai échoué ou est-ce que j'ai réussi? Parce que la vraie question pour moi, c'est est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Ce que je savais faire de mieux dans cette situation à fort enjeu, c'est-à-dire de compétition. Et à partir du moment où la réponse, elle est oui ou non, hein, si oui, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, à ce moment-là, il y a un résultat. Il peut me satisfaire ou pas, mais il me satisfera toujours puisque je sais que je ne pouvais pas faire mieux. Donc, quelque part, j'ai fait mon job. Pourquoi? Parce que mon résultat ne correspond pas à la meilleure place du monde. Il correspond à mon potentiel à ce moment-là. La question, c'est est-ce que je réussis à délivrer mon plein potentiel? Et parfois, j'ai gagné des courses, mais je n'ai pas délivré mon plein potentiel. Eh bien, il y avait une forme d'échec alors que j'avais gagné. Donc, la victoire masque un petit peu ou compense un peu le truc ou masque un peu la frustration, mais c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon de se satisfaire d'une victoire à laquelle tu n'as pas donné ton plein potentiel. Parce qu'il y a des moments où tu n'auras pas le choix. Il y a des moments où l'enjeu sera plus fort. Et je te prends l'exemple, moi je savais très bien que la course la plus importante de ma carrière, c'est les Jeux Olympiques qui se déroulent en France. À ce moment-là, je ne pourrais pas me satisfaire d'être à 95%. Il faut savoir que le résultat, c'est ni plus ni moins que la conséquence de ta capacité à délivrer ton potentiel. C'est pas plus que ça le résultat. Donc tu peux pas dire voilà, je vaux ça, je vaux champion du monde. Non, tu valais champion du monde ce jour-là dans ces conditions-là avec ces adversaires-là, mais ce que tu vaux vraiment, c'est ta capacité à délivrer ton potentiel dans des moments, dans des situations critiques. Et si tu arrives à le faire, c'est qu'effectivement, alors là, tu es bon. Si tu n'arrives pas à le faire, tu as du boulot. Alors, le plaisir est une source de motivation au quotidien essentielle. Prendre du plaisir à l'entraînement, tu vois. Je pense que c'est essentiel. L'entraînement est essentiel dans la vie d'un athlète. Et plus tu prends du plaisir à l'entraînement, plus tu auras confiance en compétition. Ça, pour moi, il y a un lien de cause à effet entre les deux qui me paraît essentiel. Parfois, les gens me disent non, mais le plaisir, c'est un peu dilettante. Mais il ne faut pas confondre plaisir et dilettante. Le plaisir, c'est une énergie qui te permet de travailler beaucoup plus. La dilettante,
c'est pas du tout une énergie, c'est un état d'esprit où en fait, tu cherches à en faire le moins possible. C'est pas la même chose, attention, hein. Donc moi, je suis vraiment sur cette notion de plaisir qui est une énergie qui te permet de travailler dans de super conditions, faire un truc que tu aimes et dans lequel, en fait, tu vas progresser, c'est-à-dire créer de la valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que comme je mettais la barre assez haute, bon, ben, c'était beaucoup de travail et c'était pas tous les jours facile. Mais c'est pas parce que c'est difficile que tu n'éprouves pas une certaine satisfaction, un certain plaisir à faire ce que tu fais. C'est pas pour ça que tu prends pas de risques, bien au contraire. Et quand tu es jeune et que c'est plus un loisir et tout, tu as le temps de prendre conscience de ça. Et pour moi, c'est aussi le rôle d'un coach, de t'amener à découvrir comment tu fonctionnes, quels sont tes besoins, comment un sport ou un métier, quel qu'il soit, va te nourrir. Parce qu'au final, ce n'est pas de faire du foot, du ski ou d'être expert comptable qui compte. Ce qui compte, c'est de trouver un métier qui réponde à tes besoins parce que c'est ce qui va faire que tu seras heureux de faire ce métier. C'est un honneur que de pouvoir donner un conseil à quelqu'un comme ça. S'accrocher à son objectif ou à son ambition, vraiment s'accrocher à ça et démontrer autour de soi, hein, à ses parents, à ses proches, qu'il a cette envie-là et que rien ne peut l'en détourner. C'est peut-être la première chose, la chose essentielle. Le pourquoi, si tu veux, va être vraiment important. Si tu arrives à évaluer, à savoir pourquoi tu as envie de faire ça, et ben je te dirais de m'expliquer, je te demanderai de me répondre pourquoi tu as envie de faire ça. Et je te dirai en fonction de ton pourquoi, de la réponse que tu vas me donner, si tu y arriveras ou pas. Parce que, tu veux, si tu fais ça pour moi, je pense, si tu fais ça pour la gloire, l'argent et le pouvoir d'attraction, de séduction que ça peut te donner, tu n'iras pas au bout. Et quand tu t'apercevras qu'en fait, c'est pas avec l'argent, la gloire et le pouvoir que tu seras heureux, mais c'est parce que tu aimes ton métier que tu es heureux, ben, tout va s'écrouler. Faire un exploit dans sa vie, c'est pas réussir sa vie. Tu vois, c'est pas la même chose. Et moi, je pourrais jamais conseiller à un jeune de faire un exploit dans sa vie, quitte à sacrifier le reste de sa vie. Tu vois. Ce qui compte vraiment, c'est d'aimer ce qu'on fait, c'est le bonheur de faire ce qu'on fait, plus que les conséquences. Si tu aimes ce que tu fais, le reste viendra. La meilleure façon d'honorer ce que les gens qui m'ont formé dans le ski m'ont apporté, c'était de le transmettre. Ben, vous me permettez de le transmettre, donc c'est un honneur, voilà, d'honorer ces gens qui m'ont aidé et de vous passer le flambeau.